Après avoir vu la réglementation du pouvoir patronal à travers le règlement intérieur, voyons dans une section 2 la discipline dans l'entreprise. Section 2, la discipline dans l'entreprise. L'article L 1321-1 du Code du travail énonce, pour rappel, puisque nous l'avons déjà vu, que le règlement intérieur comprend les règles générales et permanentes relatives à la discipline et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur. Ainsi, pour pouvoir aborder la discipline dans l'entreprise, il faut tout d'abord une faute du salarié, puis l'application d'une sanction par l'employeur. Grand 1, l'agissement fautif du salarié. Il n'existe pas dans la loi de définition de la faute, ni une liste des fautes susceptibles de sanctions disciplinaires. En effet, les comportements des salariés sont divers et variés et on ne peut pas établir une liste de toutes les fautes. On peut toutefois dire la chose suivante. La faute disciplinaire peut être entendue comme tout manquement aux règles en vigueur dans l'entreprise, y compris les règles non écrites, qui imposent à tous un comportement convenable. Cela suppose en quelque sorte la violation injustifiée d'une règle applicable dans l'entreprise. Il existe différentes sortes de fautes disciplinaires. La faute légère, la faute équivalent à une cause réelle et sérieuse, la faute grave et la faute lourde. Toutefois, dans le cadre de cette section et dans le cadre de ce titre, nous n'aborderons que la faute légère, la seule qui puisse entraîner une sanction disciplinaire. Les autres fautes, nous les verrons plus tard, puisque la faute cause réelle et sérieuse, la faute grave et la faute lourde se traitent dans le chapitre relatif au licenciement. Les autres fautes, eh bien, il y en a plusieurs, évidemment, que le salarié peut commettre, je vous l'ai déjà dit, mais ces comportements fautifs ne peuvent être sanctionnés que s'ils ne sont pas relatifs à une exécution de la prestation de travail. Ainsi, peut-être n'ai-je pas été très clair, un ouvrier qui insulte son supérieur hiérarchique dans la rue, en dehors du travail. Peut-être peut-on songer à une faute, mais en tout cas, ce ne sera pas une faute disciplinaire. On est en dehors du cadre de l'exécution du travail. De même, si une femme refuse une fouille corporelle à l'entrée d'une entreprise parce que cette fouille est effectuée par un homme, eh bien, dans ce cas, la violation de cette obligation n'est pas fautive parce qu'elle est justifiée par l'exercice d'un droit, le droit d'être fouillé par une personne de même sexe. Un dernier point relatif à la faute est à voir, il s'agit de la disparition de la faute et éventuellement de la sanction. En effet, l'employeur est soumis au respect de deux délais qui sont des garanties disciplinaires pour le salarié. En premier lieu, ce premier délai, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois. Un vol est commis dans l'entreprise. L'employeur, à partir du moment où il a connaissance de la personne qui a commis le vol, qu'il a des preuves, ne dispose que de 2 mois pour engager la poursuite disciplinaire. Au-delà, que se passe-t-il, me direz-vous? Eh bien, trop tard, il fallait qu'il s'y prenne avant. Vous voyez que c'est bien une garantie disciplinaire pour le salarié. D'autant que ni la maladie du salarié, ni l'accident du travail ne vont suspendre ce délai qui protège les salariés. Et évidemment, qui cause autant de soucis pour les employeurs, parce que ce délai de 2 mois, eh bien, il court très vite et ils n'ont que très peu de temps pour organiser la procédure disciplinaire que nous allons voir juste après.
Deuxième délai, il s'agit d'une prescription triennale cette fois-ci. Aucune sanction antérieure de plus de 3 ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui de nouvelles sanctions. C'est en quelque sorte, un droit à l'oubli. Au bout de 3 ans, tous les faits que vous avez commis ne pourront plus servir de base à l'employeur pour qu'il puisse appliquer de nouvelles sanctions disciplinaires. Il fut un temps, lorsque certains présidents de la République étaient au pouvoir, que, au bout de 7 ans, à l'issue du mandat, et quand le nouveau président était élu, il y avait évidemment les classiques amnisties présidentielles. Et si les citoyens ne savaient évidemment s'en réjouir que pour les procès-verbaux, sachez qu'à l'époque, cela concernait aussi les sanctions disciplinaires des salariés. Toutefois, vous le savez, cet usage de l'amnistie présidentielle a disparu déjà depuis 2 présidents, et donc aujourd'hui, on n'en parle plus pour les salariés. Si la faute est un élément important de la procédure disciplinaire, la sanction choisie par l'employeur l'est tout autant. Grand 2, la sanction choisie par l'employeur. L'employeur qui veut infliger une sanction doit impérativement respecter une procédure légale depuis les lois Roux de 1982. Nous allons voir dans un premier temps la définition de la sanction, puis la procédure disciplinaire en elle-même. Grand A, la définition de la sanction. Là, c'est l'inverse de la faute. Le législateur n'a pas défini la faute, mais au contraire, il a entendu définir la sanction pour encadrer le pouvoir disciplinaire. L'article 1331-1 du Code du travail énonce la définition suivante. Est considérée comme une sanction toute mesure autre que des observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme non fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Cette définition est très encadrée. La validité de la sanction prise par l'employeur dépend de sa qualification. Toute mesure autre que des observations verbales, vous l'aurez bien compris, ce seront alors uniquement des documents écrits qui vont pouvoir permettre à l'employeur de prendre une sanction. Et parmi ces sanctions, certaines vont avoir un impact, direct ou indirect, sur la situation du salarié dans l'entreprise. Les sanctions disciplinaires que l'on trouve dans les règlements intérieurs des entreprises sont sensiblement toujours les mêmes, même si peut-être leur ordre est différent. Je vous propose ainsi de voir certaines de ces sanctions. Tout d'abord, en bas de l'échelle, on trouve en général le blâme, l'avertissement. Un retard de 10 minutes réitéré 3 fois dans la semaine. Voilà, on va pas avoir une mesure très sévère pour cela. Enfin, peut-être que si. Tout dépend des fonctions, évidemment. Mais on peut imaginer qu'un simple blâme ou un avertissement suffit. Ensuite, viennent des sanctions beaucoup plus graves. On trouve en général la mise à pied disciplinaire, qui consiste en une suspension du contrat de travail et une suspension de la rémunération. En quelque sorte, on va obliger le salarié à rester chez lui. Vous me direz, c'est une bonne chose. Bien non, puisqu'il ne va pas être payé, évidemment. En général, une mise à pied disciplinaire,
n'excède pas 10 jours parce que, au-delà, c'est qu'on s'est trompé de sanctions disciplinaires. Il ne faut pas non plus que le salarié ne soit pas rémunéré pendant trop longtemps. Autre sanction disciplinaire, la mutation disciplinaire. Alors la mutation disciplinaire, c'est quelque chose de difficile à manier. C'est vrai qu'on peut songer à, par exemple, dans une entreprise qui a des établissements un peu partout, eh bien on va muter un salarié dans un autre établissement à titre disciplinaire. Alors c'est vrai que peut-être que c'est une mesure que l'on va utiliser quelquefois pour les salariés protégés, mais avec beaucoup de souplesse, dans la mesure où, je vous rappelle que pour les salariés protégés, toute mesure disciplinaire doit faire l'objet au préalable d'une autorisation administrative de l'inspection du travail. Rétrogradation. Ça, c'est une sanction disciplinaire rare, mais qui existe. Vous descendez de l'échelle, vous étiez directeur, vous devenez balayeur. J'exagère, certes, mais voilà. Ce qui veut dire que non seulement vous changez de qualification professionnelle, mais évidemment, vous allez changer aussi de rémunération. On ne va pas vous payer la même chose, c'est une évidence. Enfin, l'ultime sanction disciplinaire, la plus grave, c'est évidemment le licenciement, mais vous l'aurez bien compris, je ne le traiterai pas maintenant, mais au moment de la rupture du contrat de travail. Ces sanctions ne peuvent être prononcées contre un salarié, je le répète, que si elles sont prévues au règlement intérieur. Juste une petite réflexion supplémentaire à propos de la mise à pied disciplinaire, l'une des premières sanctions disciplinaires dont je viens de vous parler. Je vous mets en garde à ne pas la confondre avec la mise à pied conservatoire. La mise à pied disciplinaire, c'est une sanction disciplinaire. La mise à pied conservatoire, ce n'est pas une sanction disciplinaire. C'est une mesure conservatoire prise dans l'attente d'une sanction disciplinaire qui sera presque toujours un licenciement pour faute grave. Ça veut dire que vous avez là le salarié devant vous, il a fait quelque chose de particulièrement répréhensible, vous ne voulez plus le voir tout de suite, vous le mettez, hop, en mise à pied conservatoire, vous le renvoyez chez lui, mais il a le droit à sa procédure disciplinaire. Donc dans l'attente, vous pouvez même le rémunérer, mais vous ne pouvez plus le voir dans l'entreprise. Si la définition de la sanction est précise, l'application de la procédure disciplinaire l'est tout autant. Grand B, la procédure disciplinaire. Cette procédure doit être obligatoirement engagée dès que la sanction envisagée est une sanction disciplinaire, sauf bien sûr si la sanction envisagée est un licenciement, puisqu'alors ce sera la procédure de licenciement. Je vous rassure, les deux procédures, procédure disciplinaire, procédure de licenciement se ressemblent, quand même, tout de même, mais la procédure de licenciement est plus aboutie. Il existe en fait deux sortes de procédures disciplinaires. La première, bien, je l'appelle la procédure allégée, un peu comme les yaourts, voyez-vous. C'est une procédure qui ne va pas avoir d'impact sur la situation du salarié dans l'entreprise. On pense alors aux sanctions disciplinaires que sont le blâme et l'avertissement. L'employeur va informer les salariés par écrit des griefs formulés contre les salariés au moment où il inflige la sanction, mais il n'y a pas vraiment de formalisme à respecter. En revanche, lorsque l'on parle des autres sanctions disciplinaires, mise à pied disciplinaire, mutation disciplinaire, rétrogradation, eh bien pour celle-là, c'est une procédure normale de discipline comportant 3 étapes qui va s'appliquer. La première étape, c'est la convocation du salarié par écrit. C'est une étape fondamentale parce qu'elle marque le début de la procédure disciplinaire et elle va contenir tous les éléments. C'est-à-dire que si l'employeur oublie quelque chose, eh bien c'est lui qui va se retrouver piégé.
Ainsi, cette convocation doit préciser la nature de la sanction envisagée, la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Ainsi, surtout ne pas oublier, la faculté d'être assisté par une personne que l'on appelle le conseiller du salarié. Alors, je ne vais pas vous parler ici du conseiller du salarié parce que je développerai cet aspect lors de la procédure de licenciement. Mais sachez que le conseiller du salarié, c'est dans une entreprise qui dispose d'une représentation du personnel, souvent un délégué syndical ou un délégué du personnel, qui va venir assister à l'entretien, en soutien en quelque sorte, aux salariés afin qu'il y ait un équilibre des forces en présence. La lettre de convocation peut être mise en main propre contre décharge, mais on peut évidemment l'envoyer également par lettre recommandée. Que se passe-t-il si l'employeur oublie l'une de ses fonctions? L'une de ses mentions, et non pas l'une de ses fonctions. Eh bien, à ce moment-là, la procédure est irrégulière et il n'a plus que 2 mois pour recommencer. Enfin non, il n'a même plus 2 mois, puisque les 2 mois sont entamés. Imaginez, il lui reste peut-être 15 jours. Vous voyez l'importance du délai de prescription. La deuxième étape de la procédure disciplinaire, c'est l'entretien. Là, je n'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est que l'employeur doit indiquer le motif de la sanction, recueillir les explications du salarié et peut-être que les choses vont s'arranger. C'est jamais... On est toujours au stade du projet, les choses ne sont jamais définitives. Il faut pouvoir espérer. Enfin, dernière étape de la procédure disciplinaire, c'est l'application de la sanction. L'employeur peut appliquer la sanction qu'il a initialement choisie, mais il peut toujours, comme je viens de vous l'indiquer, choisir une sanction moins sévère que celle qu'il avait décidée, mais jamais plus. Il doit notifier sa décision au salarié après l'écoulement d'1 jour franc. Après l'entretien et la notification doit intervenir dans un délai maximum d'1 mois après le jour fixé pour l'entretien. Afin d'achever ce titre relatif au pouvoir patronal, voyons dans une section 3, et parfois pour rappel, le contrôle légal et jurisprudentiel. Grand 1. Le contrôle légal du pouvoir patronal. Vous l'aurez bien compris, la loi impose un cadre réglementé et contrôle le respect de cette réglementation par l'employeur. Nous avons vu qu'il y a des clauses illégales, il y a des clauses qui peuvent être discriminatoires, mais, à mon sens, la principale interdiction légale que beaucoup de salariés parfois ignorent, c'est l'interdiction des sanctions pécuniaires. En effet, selon l'article L. 1331-2 du Code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. C'est simple, on ne peut pas vous prendre de sous à titre de sanction. On ne peut pas vous prélever d'argent sur votre bulletin de paie parce que le salaire a un caractère alimentaire. Alors quelquefois on entend des hôtesses de caisse dire « Oh, quand j'ai fait une erreur à la fin de la journée, il me manque de l'argent, l'employeur me le retire. » Normalement, c'est complètement illégal. Toutefois, tout n'est pas sanction pécuniaire. Il faut distinguer 2 choses. Lorsque une réduction de salaire est liée à un fait fautif du salarié, par exemple, dans le cadre d'une faute commise par le salarié, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Plein de choses, comme par exemple une rétrogradation,
À ce moment-là, on l'a vu tout à l'heure, la diminution de la rémunération n'est pas la conséquence de la faute directement, mais de changement de qualification du salarié. En revanche, les réductions de salaire qui sont directement la conséquence d'une faute du salarié sont interdites. Je veux également vous parler à ce stade de quelque chose qu'on n'a pas envisagé et qui est une certaine liberté pour l'employeur. Ça s'appelle l'individualisation de son pouvoir disciplinaire. On a vu, il sanctionne. Eh bien, il n'est pas obligé de sanctionner tout le monde de la même manière. En effet, tous les salariés ne sont pas à égalité dans l'entreprise. On ne peut pas comparer la situation d'un salarié qui a 25 ans d'entreprise, qui a 10 enfants, un passé irréprochable, avec une jeune personne qui vient d'arriver, qui est en CDD et qui n'a pas un travail, lui, irréprochable. Si ces deux personnes participent à la même faute, par exemple une grève, qui n'est pas licite, qui est un arrêt de travail illicite, eh bien dans ce cas, pouvoir d'individualisation des sanctions de l'employeur. Il pourra très bien décider de mettre notre salarié avec 25 ans d'ancienneté avec une mise à pied disciplinaire, et peut-être qu'il n'hésitera pas à sanctionner la jeune personne dont nous avons parlé. Voilà pour le contrôle légal. Il nous reste à voir rapidement le contrôle judiciaire. Grand 2, le contrôle judiciaire. Le juge, qui a un rôle prépondérant dans la matière, c'est le Conseil des prud'hommes. Et il a 3 missions. Première mission, il va contrôler la régularité de la procédure disciplinaire. En recherchant tout d'abord si c'est bien une sanction disciplinaire, si la procédure a bien été appliquée, qu'elle soit allégée ou normale, et si toutes les modalités de cette procédure ont été respectées, notamment avoir rappelé au salarié qu'il peut se faire assister par le conseiller du salarié. Deuxièmement, le Conseil des prud'hommes va vérifier le contrôle de l'existence de la faute. Il va en effet procéder à la vérification de l'existence des faits reprochés. Et remarquons qu'il n'est pas tenu par l'échelle des fautes prévues dans le règlement intérieur. Il peut même décider qu'une clause est illicite et que donc la violation de celle-ci ne constitue pas une faute. Le juge a donc un pouvoir d'appréciation et de requalification en recherchant si l'attitude du salarié est ou non constitutive d'une faute. Enfin, dernier point, il va contrôler la régularité de la sanction en la confrontant aux interdictions légales ainsi qu'à notre fameux principe de proportionnalité. Notons que le juge prud'homal ne peut pas retirer une clause illégale du règlement intérieur. Seul le TGI est compétent pour cela. Mais évidemment, que va faire le Conseil des prud'hommes? Il va décider d'écarter l'application d'une clause du règlement intérieur à l'occasion d'un litige précis. Il doit être juge de l'équité et vérifier si le salarié devait bien être sanctionné et si la sanction qui lui a été appliquée était en quelque sorte méritée. Pour finir, et cette fois-ci c'est pour de bon, les juges vont vérifier une dernière petite chose. Ils vont vérifier qu'une même faute n'a pas fait l'objet de 2 sanctions. En effet, c'est l'application du principe jurisprudentiel d'interdiction du cumul de sanctions pour une même faute.